En fait, il y a énormément d'approches qui soulignent le fait qu'on a la capacité de devenir soi-disant plus autonome, d'être auto-organisé et toujours pareil avec une structure. Donc voyons comment on peut déjà basculer au 2.0 et commencer à initier le 3.0 et le diffuser de la manière, on va dire, la plus large possible. J'aimerais revenir sur ce principe, moi, qui me parle beaucoup et qui est justement le management 3.0. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, donc ça c'est le premier thème, ce management 3.0 est un outil qui a été extrêmement déployé depuis une décennie. Jürgen Appelo a lancé cette dynamique avec Marty qui est ce monstre avec plusieurs yeux, plusieurs pattes, qui est un peu bizarre parce que justement, comment est-ce qu'on concilie dans une organisation qui a l'habitude d'être hiérarchique un mode de management et de culture qui va être différent? Eh bien, avec quelque chose d'assez extraterrestre, assez extraordinaire mais accessible, qui est le management 3.0. Donc c'est le modèle de management agile qui est vraiment beaucoup repris par de nombreuses équipes, que ce soit des startups mais aussi dans les entreprises de grande taille, de développement, d'informatique et en dehors, pour développer leur management. Alors voyons ce qu'il y a derrière. Pourquoi 3.0 ? C'est un peu comme l'évolution de l'industrie, industrie 1.0, celle de la révolution industrielle, 2.0, celle du XXe siècle, puis l'arrivée des ordinateurs et enfin celui de l'information, la fameuse industrie 4.0. Eh bien, c'est le même état d'esprit, mais plus simple, qui est fait sur le management. Le management 1.0, c'est le management conventionnel du XXe siècle, assez hiérarchique dans la plupart des organisations. Les responsables, les leaders décident. Donc ça, c'est classique, ça répond bien à ce que la plupart des gens en fait connaissent ou ont connu. Le deuxième type de management est lui un peu différent. Il honore et remarque le fait qu'on a mis en place la volonté de mettre en avant les personnes, de faire ce qu'on appelle du servant leadership, que le manager développe une casquette de coach, de faire grandir ses collaborateurs, mais on maintient en même temps une structure hiérarchique. Et avec cette structure hiérarchique, c'est comme un message, ce qu'on appelle de double contrainte en psychologie, sois heureux, on te demande d'être heureux, mais on te l'impose. Là, on te demande d'être libéré, on te demande d'être agile, mais en même temps, on te met la contrainte du management et de l'organisation. Et c'est ce à quoi Jürgen Appelo et l'approche du management 3.0 veut s'attaquer, c'est que quoi que vous fassiez en mettant en place des ateliers, une organisation avec des fonctionnements en agile, si vous gardez une structure lourde, hiérarchique, qui est toujours omniprésente, eh bien, quelque part, vous n'allez pas être agile. Alors oui, il y a quand même un effort, on appelle ça le management 2.0, mais en même temps, le manager a toujours raison. La ligne hiérarchique a toujours raison. Et même s'il y a des actions transversales et des personnes clés, ça reste un monde hybride, temporaire, on pourrait dire, intermédiaire. D'où l'intérêt d'aller voir le management 3.0, qui est de développer un système totalement agile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de structure, qu'il n'y a plus de hiérarchie. Mais cette hiérarchie, elle peut changer. On peut, et il y a énormément d'exemples d'organisations agiles qui soient ouvertes. On prend par exemple, et je vais en reparler à la fin de ces vidéos sur la partie, notamment Frédéric Lalouf, Reinventing Organizations, il y a l'entreprise libérée, il y a le servant leadership. En fait, il y a énormément d'approches qui soulignent le fait qu'on a la capacité de devenir soi-disant plus autonome, d'être auto-organisé et toujours pareil avec une structure. Mon avis, c'est que c'est bien d'y tendre, mais je vois toujours aussi peu d'organisations qui développent cette capacité d'organisation à large échelle et d'autonomie. Donc la question qui se pose, c'est bien d'avoir une bonne intention, mais il faut rester réaliste. Donc voyons comment on peut déjà basculer au 2.0 et commencer à initier le 3.0 et le diffuser de la manière, on va dire, la plus large possible. Et puis forcément, ça fera boule de neige à un moment et on aura plus de management 3.0 que de management 2.0. Mais déjà, beaucoup d'organisations ne sont pas encore dans le management 2.0. Voyons maintenant comment Jürgen le présente. Et il le présente avec des outils hyper simples et très concrets, ce qui est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il donne une boîte à outils. Et vous avez son lien vers son site, Management 3.0, qui vous donne clairement les outils, vous avez des vidéos, et vous pouvez les réappliquer comme moi-même. Je m'y suis formé, et après je l'ai testé sur le terrain. Le premier outil que j'aime bien partager, on en parle beaucoup, et je me rappelle quand je travaillais avec le PDG de GE Capital France, il me partageait, il appelle ça, lui, les fleurs et les valises. C'est-à-dire sur la semaine passée, ou sur l'atelier qu'on vient de faire, ou sur le projet, sur un point du projet,
bah tiens, c'est quoi les fleurs qu'on a envie de partager, ce qu'on a retenu de positif, et les valises, c'est quoi qu'on a envie de poser qui est lourd. C'est ce qu'on appelle aussi parfois les top flops, les succès et les échecs ou les points d'amélioration. Eh bien, Jürgen a donné du contraste de manière très enthousiaste que sur les tops, sur les succès. Et ça, c'est très pertinent, parce que même si on ne va pas ne pas oublier les échecs, parce qu'on va grandir de ces échecs, eh bien, de renforcer les succès, ça change l'énergie d'un groupe. Donc, il appelle ça le happiness door. On peut mettre ça sur une porte, au sein d'une équipe, une porte de réunion. Et là, on va aller préciser, comme on le voit ici, je suis très heureux pour tel événement, merci, ou alors un grand merci, ou c'est bien joué, bravo, vous êtes vraiment géniaux, et c'est un excellent travail. Et là, on va donner en fait une couleur, des couleurs différentes, une variété, une variation qui va dynamiser. Évidemment, les règles sur les succès et les échecs s'appliquent encore plus ici. Ce feedback se doit d'être sincère. Il ne faut pas qu'il soit là, calculateur, juste pour dire j'ai donné un feedback. Il doit vraiment être pensé. Mais en fait, on va orienter notre esprit sur comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut encourager, renforcer, remercier, célébrer, congratuler, on pourrait dire, en anglais. Et c'est un outil que je vous invite à faire, à pratiquer, par exemple une fois par semaine, quand vous démarrez votre réunion d'équipe, ou lors d'un atelier, ou lors d'un projet, lorsque vous avez passé un jalon. Tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé? Et de le faire de cette manière-là, comme on le voit sur la photo, parce que c'est assez ludique et fun. Le deuxième outil qu'il propose, que j'utilise aussi beaucoup, c'est les Celebration Grids, c'est-à-dire les grilles de célébration et de réussite, qu'on fait notamment lors des rétrospectives. Ça peut être sur un sprint, ça peut être sur un jalon de PI planning, sur un grand programme, ou sur réunion d'équipe mensuelle, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne va pas retrouver la même dynamique seulement positive qu'on va pouvoir faire. On va retrouver en fait deux dimensions, une dimension comportement, une dimension résultat. Et on voit, c'est un dégradé. Il va y avoir des échecs. Et on va les reconnaître, sans fustiger la personne, mais pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces erreurs? Enfin, il va y avoir des expériences qui sont un véritable apprentissage. Comment est-ce qu'on peut grandir de ces expériences? Et il va y avoir aussi les bonnes pratiques. Donc on voit sur ce trigramme, sur ces trois dimensions, passer du pire au meilleur, mais d'intégrer en fait, et pour ceux qui me connaissent, j'apprécie beaucoup la loi d'équilibre. Tout est équilibré, donc il y a en effet des choses négatives, des choses positives, mais les choses négatives peuvent nous aider à faire grandir si on ne les fustige pas. Donc ce deuxième outil, Celebration Grids, permet en un format que vous mettez au mur ou que vous mettez sur un support digital et que les gens remplissent en ferme de post-it, de partager sur ces trois dimensions en montrant que, tiens, qu'est-ce qu'on retient de nos échecs, de nos difficultés, qu'est-ce qu'on a comme expérience, et on voit que le terme expérience n'est pas négatif, au contraire, il est neutre et il permet de faire grandir si on apprécie le fait de vouloir évoluer. Et enfin, les réussites, les bonnes pratiques qu'on veut diffuser. Avec toujours cette notion, on veut reconnaître les erreurs. Parce que si on les cache, et ça c'est au cœur de l'amélioration continue, elles vont se reproduire. Donc l'erreur est humaine, mais la dupliquer est diabolique. C'est exactement cette citation latine qui est souvent référée dans le domaine du management ou de l'humain, qui est mise en œuvre avec cet outil très simple de Celebration Grids. Le troisième outil que j'utilise énormément au sein d'une équipe, parce qu'on voit dans des postures hiérarchiques qu'il y a souvent des difficultés de délégation. Et ça peut être des équipes très haut niveau, pas plus tard que récemment au sein d'un COMEX, d'une entreprise de 1000 personnes, où il y avait des questions, mais attends, qu'est-ce que le DG fait, le DGA, les directeurs, etc. Eh bien, le Delegation Poker, qui se fait sous forme de cartes ou sous forme d'un tableau, comme on voit ici, distingue encore une fois avec un contraste de 1 à 7 quelles sont les différentes caractéristiques de délégation. Et c'est bien parce que souvent on imagine que la délégation est binaire. Je prends ou tu fais. Eh bien ici, on voit 7 dimensions qui sont très subtiles. La première dimension, c'est j'annonce à mes collaborateurs que j'ai pris la décision, à mon collaborateur que j'ai décidé. La deuxième, c'est que je vais aller le convaincre, je vais aller lui vendre. Et on voit sur, alors même si c'est en petit, on voit sur l'image que le manager réduit un peu et on voit le collaborateur qui apparaît. Puis la troisième, c'est je consulte, je te demande ton avis. Mais c'est quand même moi qui prends la décision. Au final, mais quand même ton avis compte et je veux qu'on en discute. La quatrième, c'est on va parvenir à un accord. Donc c'est équilibré. C'est OK, sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on arrive à trouver un consensus? Alors évidemment, il y a certaines discussions, comme par exemple le salaire, où ce n'est pas forcément simple, ou une embauche, ou un investissement important, mais qui sait, en ayant les bons arguments, ça permet d'y arriver. Ensuite, il y a conseiller, c'est-à-dire demander à notre collaborateur de décider pour nous.
de nous conseiller en fait, et de nous dire quels sont les arguments qu'il va choisir, même si nous, on peut toujours finalement trancher. Puis après, on s'informe, c'est-à-dire que là, c'est le collaborateur qui décide et qui nous informe, et enfin, on délègue complètement. Donc j'aime bien ces 7 dimensions de cartes qui permettent, souvent quand c'est difficile dans la délégation, on n'ose pas déléguer une tâche parce qu'on a le sentiment qu'on perd totalement le contrôle sur elle, et bien dans les 7 grades, c'est vraiment smart, on pourrait dire. Il y a vraiment ce contraste, cette granularité, cet affinage qui nous permet d'avoir un style de management qui permet de déléguer. Alors comment est-ce que vous le mettez en place? Quand vous travaillez avec une équipe managériale ou sur un projet et qu'il y a des décisions à prendre, faites un atelier qui dure une demi-heure, 45 minutes, pas plus que ça. Prenez des thèmes, comme on voit ici, les prises de vacances, les prises de décision par exemple d'investissement, qui doit être informé dans l'équipe, sur des décisions au début pas trop importantes et puis progressivement de plus en plus importantes, et faites le jeu de positionner les cartes. Évidemment, les cartes ne sont pas figées. Si vous avez testé quelque chose qui est comme par exemple ici sur les jours de vacances au milieu, on trouve un accord, et que vous voyez que finalement les collaborateurs, l'équipe est très entre guillemets sage et respecte des règles de base qui permettent au business as usual, aux activités de fonctionner de manière correcte, peut-être que vous basculez à 5. Et c'est presque un tableau que vous pouvez continuer à alimenter et mettre à jour de manière régulière au sein de l'équipe, tout en rajoutant des dimensions de décision et en faisant varier certaines prises de décision. C'est vraiment un outil hyper visuel, très efficace, qui touche à un sujet qui n'est pas agréable et simple, qui est la délégation, mais qui permet encore une fois de le faire de manière ludique et collective au sein de l'équipe. Enfin, un autre outil, moi qui travaille beaucoup sur les valeurs, qu'est-ce qui motive les personnes, les valeurs individuelles, les valeurs d'équipe. Eh bien là encore, Jürgen a proposé un super outil qu'il appelle Moving Motivators, qui permet d'identifier, on va dire, une douzaine de motivateurs, qui sont par exemple la curiosité, la liberté, le fait de réussir, de se dépasser, d'apprendre, de grandir, avec des images hyper simples encore une fois. Ce sont des cartes. Et en individuel, eh bien, ça consiste à positionner les cartes pour voir, mettre en haut, quelles sont les cartes qui sont les plus importantes pour nous, ou les positionner de gauche à droite, comme les motivateurs, les clés de motivation, les leviers de motivation qui comptent le plus pour nous. Eh bien, on peut le faire en individuel, mais après on peut le faire en collectif. C'est-à-dire qu'on pourrait presque voter avec des gommettes sur les cartes, ou on pourrait positionner ces cartes pour l'équipe. Donc là, on a fait la première étape, c'est-à-dire qu'on a défini les motivateurs. Qu'est-ce qui nous motive? Et ça permet de partager de manière extrêmement rapide quelles sont les valeurs qui nous importent, les leviers de motivation qui vont compter pour nous, soit individuellement, soit collectivement. Et là, l'intérêt qu'il a mis en place, il utilise la troisième dimension, notamment verticale, pour dire comment ça avance en fait. Vous pouvez le refaire au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois sur le projet ou sur les activités que vous réalisez, et vous mettez à jour, tiens, qu'est-ce qui a changé en termes de motivation? Et là, vous levez la carte qui a le plus d'importance, ou à la rigueur, vous les positionnez différemment. Mais vous avez une base de travail qui sont ces leviers de motivation, qui sont hyper visuels, que vous pouvez encore une fois afficher collectivement et que vous pouvez mettre à jour. Alors évidemment, il propose une base de 10. Rien ne vous empêche de créer vos propres cartes avec des images qui vous passionnent. Particulièrement me concernant, j'utilise plutôt des photos qui sont inspirantes plutôt que des schémas, et les schémas sont très pertinents, ça fait plus ludique, mais j'utilise des photos d'équipe, de nature, d'entreprise qui permettent peut-être d'inspirer plus et qui permettent de toucher à plus de leviers. Mais trouvez le moyen de le tester en équipe, c'est très simple, imprimez ces cartes, vous pouvez les faire, vous pouvez télécharger facilement le PDF et testez-le en équipe en vous positionnant par exemple d'abord vous-même et puis après en proposant à l'équipe de se positionner chacun et de trouver un accord sur la position collective. Ça, c'est votre point de départ. Et puis tous les mois, ou plutôt tous les 3 mois, revoyez vos motivateurs à l'aune des actions, des décisions, des problèmes qui ont été rencontrés pour voir tiens, comment vos motivations, ce n'est pas juste un élément que vous laissez sur le côté, c'est quelque chose que vous pouvez nourrir de manière régulière, comme les Celebration Grids que vous faites à chaque fois. Donc voilà un set de petits exercices extrêmement simples, que vous pouvez diffuser comme des petits pains, c'est l'expression que vraiment je vois, parce que ça donne envie, ça donne l'autonomie et ça empower vraiment les équipes à pouvoir utiliser des jeux de cartes hyper simples, hyper ludiques, et qui permettent de traiter des sujets comme les échecs, comme la motivation, comme la délégation, des sujets en fait hyper sensibles au sein d'une organisation management 1.0 très hiérarchique ou 2.0 qui tente
de développer l'autonomie. Et donc, ces approches conduisent, ces outils-là aident à aller au management 3.0. Enfin, il y a un autre apport que je voulais vous partager, qui est complémentaire avec les confinements successifs. Il y a un livre assez intéressant qui est sorti sur comment animer à distance, que je voulais vous partager. Alors c'est plus un livre qui s'applique dans des ateliers, dans des formations, dans des séminaires à l'origine, en tout cas il est présenté comme ça. Mais je vous invite à l'utiliser à plusieurs moments possibles. Au sein d'une réunion où l'énergie baisse, pourquoi ne pas utiliser, comme on le voit ici, le chef d'orchestre? Tiens, allez, on va faire un petit moment de réénergétisation, d'énergizer. Allez hop, on bouge tous les bras si on n'aime pas se lever, par exemple, à distance ou en présentiel. Moi, je le fais souvent en formation. Ou par exemple, quand dans une réunion, le rythme ou l'énergie baisse, allez, on se lève, on respire et puis on fait des mouvements évidemment pas brusques, mais des mouvements qui dynamisent quand même et qui ne font pas de risque aux personnes pour que tout le monde puisse les pratiquer et avoir plus d'énergie. Il y a aussi montre-moi. Montre-moi un objet que tu partages. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, que je ne connaissais pas il y a 2 ans, et en faisant des formations en ligne pour Centrale Paris et Polytechnique, eh bien, j'ai vu que c'était des techniques qui étaient beaucoup utilisées par leurs formateurs, donc je me la suis appropriée. Tiens, parle-moi d'un objet, montre-moi un objet. Vous pouvez faire ça au début d'une session de team building d'équipe, ou au début d'une session de formation ou d'un atelier. Montre-moi un objet qui compte pour toi. Conseil, faites-le d'abord vous-même. Donnez un exemple. Donc moi j'ai un objet, c'est le Petit Prince, donc je sors une statue du Petit Prince, là c'est mon aîné qui me l'a emprunté, et je la montre en disant, moi ce qui compte beaucoup pour moi c'est le Petit Prince, parce que la métaphore du Petit Prince et du renard est importante à mes yeux, car on oublie l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est seulement avec le cœur qu'on voit vraiment les choses. Et ça permet de faire passer un message au début d'un atelier, d'une formation, d'un échange, ou même avec des personnes avec lesquelles je travaille, comme quoi c'est important pour moi, la qualité relationnelle. Enfin, il y a aussi le photolangage, qu'on a vu notamment chez Jürgen Appelo à nouveau, qui utilise beaucoup des schémas, des visuels, de faire un baromètre rapidement, et là il y a des outils comme Klaxoon, Miro, qui permettent de le faire de manière rapide, notamment avec des mots. Et puis, on peut faire aussi de la méditation et du centrage, ce qui permet dans les périodes de stress de prendre du temps et de respirer. Je la démarre généralement par une respiration simple, en partant du ventre, et en l'appliquant moi-même, par exemple en fermant les yeux, en recommandant de fermer les yeux, et pas de dépasser plus que 30 secondes, 1 minute 30, et ça a souvent un effet très positif en fait sur l'équipe, qui permet de calmer dans des périodes de stress et de tension, qui ne manqueront pas d'arriver au cours de projets et d'activités en croissance.